Bonjour à tous et bienvenue à la section 1.2 du cours électricité et magnétisme. On va parler ici de la loi de Coulomb. Donc l'objectif de la section est assez simple, c'est d'expliquer essentiellement c'est quoi la loi de Coulomb et d'appliquer le principe de superposition. Donc très rapidement, la loi de Coulomb, ça nous donne l'expression de la force électrique qu'une particule chargée va effectuer sur une autre particule chargée à distance. On peut faire un lien encore une fois avec la force gravitationnelle que vous avez vue en mécanique, qui était le premier cours de physique. Donc ça, c'était la force gravitationnelle entre deux objets qui ont une masse m1 et m2 séparés par une distance r. Donc j'étais revenu là-dessus rapidement là, dans la section 1.1. On voit ici là, les deux forces gravitationnelles qui sont action-réaction qui a lieu entre la Terre et la Lune. Vous allez voir que la force électrique en électricité, elle a un peu la même forme que la force gravitationnelle. Regardez bien, je vous la montre. Donc, la loi de Coulomb, c'est une force électrique à distance sur une particule chargée créée par une autre particule chargée. Donc, on a l'expression ici, comme vous pouvez voir, c'est la force électrique. Dans ce cas-ci, c'est les particules 1 et 2. Là. Donc, force électrique que la particule 1 exerce sur la particule 2. On a une constante, K, qui s'appelle constante de Coulomb, ça vaut 9 fois 10 à la 9. Ensuite, on multiplie valeur absolue de la charge de la particule 1 par la charge de la particule 2 divisé par R carré. Voyez-vous la ressemblance? Ici, force gravitationnelle, c'était semblable. On avait une constante multipliée par une masse fois une deuxième masse divisée par distance au carré. C'est semblable. Ici, évidemment, c'est pas le même type de force, donc on utilise une constante qui est différente, et à la place d'utiliser des masses, on va utiliser des charges. Sinon, ça fonctionne essentiellement de la même façon que ce qu'on avait vu en mécanique pour la force gravitationnelle. Donc, ici, on a un exemple entre deux charges Q1 et Q2 qui sont toutes les deux positives. Hein, on peut le savoir juste avec la couleur. Le code de couleur du cours, c'est quand la charge est rouge, c'est parce qu'elle est positive. Si la charge était noire, ça aurait voulu dire que c'est une charge négative. Donc ici, on a deux charges positives. Étant donné qu'elles sont du même signe, comme on l'a vu à la section 1.1, les deux particules se repoussent. Donc, on peut dessiner les deux forces suivantes. On a ici la force électrique que la particule 1 exerce sur la particule 2. Hein, ça pousse comme ça. Et inversement, action-réaction, on a ici la force électrique que la particule 2 fait sur la particule 1. Encore une fois, c'est la 2 qui pousse sur la 1 comme ça, vers la gauche. Donc, le sens des flèches, important parce que, encore une fois, c'est quelque chose qu'on a vu dans le premier cours de physique là, mécanique, mais on réutilise avec le livre Séguin, qui est le livre que je suis. Là. On réutilise un peu cette notation-là. Là, quand on écrit FEA sur B, ça signifie la force électrique exercée par l'objet A sur l'objet B. Hein, essentiellement, d'habitude, quand j'écris une force, je n'écris pas le mot sur. Là. Je ferais juste écrire FEAB, par exemple, ou même encore plus rapide, FAB, tout simplement. Mais bon, c'est ce que ça veut dire. Et inversement, donc si je dis FEB sur A, moi je l'écrirais plutôt FBA pour faire plus court. Là. Mais ça signifie la force créée par B exercée sur A. Maintenant, on va l'appliquer. Il faut la pratiquer, bien entendu. On a 4 situations. Dans chaque situation, on a 2 charges. Des fois, sont de même signe, des fois, sont de signe opposé. Et pour chacune des situations, on nous demande de dessiner la force que A fait sur B et la force que B fait sur A. Je vais commencer par dessiner seulement les forces que A fait sur B, celle-là ici. Je vais les dessiner en bleu, juste parce que ça va être plus simple là, d'utiliser un code de couleur. Donc, quand on dit la force que A fait sur B, il faut comprendre que la charge A va, au choix, soit pousser sur la B, soit attirer la B. Donc, si je regarde la situation en haut à gauche, les deux charges sont positives. Donc, la particule A va pousser sur la particule B dans cette direction-là. La situation en haut à droite, les charges sont de signe opposé. Donc, la particule A va attirer la particule B dans cette direction-là, comme ça. Même chose pour la situation en bas à gauche, elles sont de signe opposé, donc elles vont s'attirer, comme ça.
Et situation en bas à droite, les deux sont négatives, elles sont de même signe, donc elles vont se repousser automatiquement. Donc, on dessine comme ceci. Après ça, pour la réaction, si vous voulez, là, FBA, ben, celle-là, je vais les dessiner en rouge. Donc là, ça va être d'aller voir est-ce que B attire ou pousse sur la particule A. Donc en haut à gauche, comme on rappelle, les deux charges sont de même signe. Donc la B va pousser sur la A comme ça vers la gauche. Situation en haut à droite, ben, c'est signe opposé. Donc ça s'attire. Ici, ça s'attire aussi. Et ici, ça se repousse parce que même signe. Voilà. Fait qu'un coup que vous comprenez cette logique-là, là, habituellement, ça va assez vite. Le retour à la diapo. Très bien. Maintenant, faisons un exemple plus au long avec des calculs. Comme premier exemple, on nous dit ceci. Une particule A de charge 5 microcoulombs se trouve à l'origine. Une particule B de 3 microcoulombs se trouve en X égale à 6 mètres. Trois petites questions ici. Faire le schéma de la situation en incluant les forces, donc on veut les dessiner. Et B et C, c'est de trouver les deux valeurs de force électrique. Là. Donc la force que A fait sur B et la réaction à ça qui serait force que B fait sur A. Quand on nous demande de déterminer la force, on s'entend, il faut la calculer et on fait référence au vecteur, donc il faudra donner la réponse sous forme vectorielle. Alors, on peut commencer par A. On fait le schéma de la situation. Donc, j'ai dessiné un axe X que je vais graduer en mètres. On peut mettre l'origine ici. On disait qu'à l'origine, donc à X égale à 0, on avait une particule. Oups, je vais la dessiner en rouge parce qu'elle est positive. Donc, on a une particule positive ici qui est QA. On va écrire sa valeur. Tiens, je vais l'écrire en rouge quand même. La charge de A, on a dit, c'était 5 microcoulombs. 5 microcoulombs, c'est comme 5 fois 10 à la moins 6, vous l'aurez compris. Après ça, on dit qu'à X égale à 6, on a une autre charge. Ici, je vais la dessiner. X égale à 6. Une autre charge qui est positive. Donc, je vais la dessiner encore une fois en rouge pour respecter la notation du livre. Donc, je vais l'appeler QB. Charge de 3 microcoulombs. Comme ceci. Donc, ça, c'est le schéma, mais attention, il nous reste à dessiner les forces qui s'appliquent sur chacune des deux particules. Alors, je vais la dessiner en bleu là, pour montrer les forces, là, pour distinguer du reste. Donc, on a deux charges positives, donc comme l'exemple qu'on vient de faire. Les deux sont du même signe. Donc, la particule A va pousser sur la particule B, comme ceci, vers la droite. Ça va être F que A fait sur B. À l'inverse, la force que B fait sur A va être dans cette direction-là. Hein? C'est une répulsion. Bon, là, pour bien faire, par contre, il faudrait que je la dessine de la même taille. OK. Donc, c'est action-réaction. Fait qu'on sait que par action-réaction, les deux forces doivent être dans des directions opposées, mais de même grandeur. Bien important. Ça, c'est F que B fait sur A. Voilà. Donc ensuite, question B, on nous demandait de trouver ce que valait F A sur B. Je vais commencer par calculer le module, ou si vous voulez, la grandeur de la force FAB. C'est pour ça que je ne mets pas de flèche ici, au-dessus du vecteur. Parce que si on met la flèche, ça veut dire qu'on s'apprête à donner le vecteur avec sa forme au long vectorielle avec les indices I et J, par exemple. Quand on ne met pas la flèche, ça veut dire qu'on va juste donner la grandeur de la force. Et on va faire ça tout de suite avec l'équation que je vous ai montrée, la loi de Coulomb. Donc, c'est la constante de Coulomb fois QA, QB en valeur absolue. Souvent, la valeur absolue, on va la laisser tomber parce que, tout simplement, j'ai deux charges positives ici. Fait que, techniquement, je pourrais ne pas mettre la valeur absolue, ça donnerait la même chose. Divisé par la distance entre les deux charges au carré. Alors, on remplace la constante K. C'est une constante qu'on connaît. Ça vaut 9
fois 10 à la 9. La charge A, c'est 5, 10 moins 6. La charge B, c'est 3 fois 10 moins 6. Et on divise par la distance entre les deux. Un coup d'œil à notre schéma nous montre que la distance entre les deux, c'est 6. Donc 6 exposant 2. La force FAB, la grandeur, la norme, si vous voulez, là, c'est synonyme. Ça va donc me donner 0,00375 newtons. Ça, c'est juste la grandeur. Mais dans la question, on nous demandait le vecteur FAB. Donc là, maintenant que j'ai trouvé la norme, je peux calculer le vecteur. Bon, calculer, c'est un bien grand mot parce que techniquement, on l'a déjà calculé. Tout ce qui me reste à faire, c'est de le fournir sous forme vectorielle avec les i et les j. Donc là, je remonte à mon schéma juste pour vous montrer que FAB, c'est celui-là ici à droite. C'est la force qui pointe vers la droite, dans le même sens que l'axe X. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que ce sera une force qui est positive en I. Dans le même sens que l'axe des X, ça veut dire I positif, comme ceci. Et on termine par l'unité, ce sont des newtons. Pour la question C, on demandait la force FB sur A. Ça vaut quoi? Mais par la troisième loi de Newton, que vous vous souvenez certainement de votre cours de mécanique, qui est action-réaction, on avait vu que une force FBA, ça doit nécessairement être égal à moins la force FAB. Hein? C'est ça que dit l'action-réaction. Si on a une force qui existe, ben, si tu décides d'inverser les indices, c'est la même grandeur de force, c'est juste que tu inverses le signe, parce qu'elle est dans la direction inverse. Fait que concrètement, ici, je n'aurai pas besoin de recalculer tout mon vecteur force, parce que ça va être la même valeur. Ça va être 0,00375 I, mais attention, avec une seule différence, il faut mettre un signe négatif en avant. Ben oui, parce que si tu reviens au schéma, tu vois que FBA pointait vers la gauche, donc dans le sens contraire de l'axe des X. C'est pour ça qu'elle est négative, comme ce qu'on voit ici. OK, vient ensuite le même genre d'exercice en 2 dimensions avec de la superposition. Donc, on va tout de suite commencer avec un exemple parce qu'il n'y a rien comme un exemple au long pour bien comprendre ce que ça veut dire tout ça. Essentiellement, ce qu'on entend par superposition, là, si j'ai à le résumer rapidement en mots, c'est que si on a plusieurs paires de particules chargées, ben, chaque paire de particules va faire une force et la force totale subie par une particule, ce sera la superposition des autres forces. Autrement dit, ce sera l'addition des forces vectorielles. En 2 dimensions, ça rajoute un petit défi. Vous allez le voir dans un instant dans l'exemple parce qu'il va falloir décomposer nos vecteurs force en X et en Y. Donc, on dit ici, dans le plan XY, on fixe une particule A de 3 microcoulombs à l'origine, une B de 1 microcoulomb en X égale à 4, Y égale à 3, et une particule C de moins 5 en X égale à 4 et Y égale à 0. Avant d'aller commencer l'exercice, je vais tout de suite aller dessiner cette chose-là pour ensuite faire l'exercice. Alors, j'ai pris un peu d'avance ici. Je me suis fait un axe XY. Donc, on avait dit qu'on met une particule positive. Je vais la dessiner en rouge. La particule A, je la mets ici à l'origine. Je vais l'écrire ici à côté. QA, on avait dit, ça valait 3 microcoulombs. Parfait. Ensuite, on a une particule B qui est aussi positive, qui est située en X égale à 4, Y égale à 3. Ça serait donc ici. Particule QB. Et elle vaut 1 microcoulomb. Ensuite, on a une particule C qui est à X égale à 4, Y égale à 0, donc juste ici. QC, ça vaut 5 microcoulombs. Donc ça, ce sont les 3 particules. Et là, on veut aller voir c'est quoi la force résultante sur une 4e particule, particule D, qu'on aurait placée sur l'axe Y
Donc, à x égale à 0, mais à y égale à 3. Là, lui, je vais l'écrire un peu plus loin, juste pour me laisser de la place. Là, je vais l'écrire ici. QD, c'est une particule qui a une charge de 2 microcoulombs. Négatif. Pardon, j'ai oublié ça. QC, c'était négatif aussi. QD, c'est négatif. OK, très bien. Donc, ce sont ces 4 particules-là. Et là, on demande quelle est la force résultante qui agit sur QD. Autrement dit, on est en train de demander, vectoriellement, là, on pourrait l'écrire comme ceci, quelle est la force totale ou la force résultante sur la particule D. C'est ça qu'on demande. Et donc, la superposition nous dit que la force totale subie par D, ce sera la superposition, ou si vous voulez, ce sera l'addition de toutes les forces faites par les autres particules sur la particule D. Donc, on va avoir 3 forces au total, parce que si on vient au schéma, on peut le dessiner ici. Il y a 3 autres particules qui vont faire des forces sur la particule D. Donc, je vais dessiner les forces en bleu. Donc, commençons par la force entre A et D. A et D sont de signes opposés. A est positif, D est négatif. Donc, la particule A va attirer la particule D, comme ceci, vers le bas. Ça va être la force que A fait sur D. Ensuite, la B et la D sont de signes opposés. La B est positive, la D est négative. Donc, la B aussi va attirer D dans cette direction-là. Ça, c'est F que B fait sur D. Et finalement, la particule C va elle aussi faire une force sur D. Mais là, dans ce cas-ci, la charge C et D sont toutes les deux négatives. Donc, ce sera une force de répulsion. Donc, je vais juste essayer de dessiner ça correctement. Je vais faire une belle ligne comme ça. Voilà, pour que ce soit bien aligné. Puis, je vais effacer le début de ma ligne ici. Voilà. Parce que c'est une force à distance. Voilà, comme ça. Donc, je reviens avec mon crayon. La troisième force que j'ai dessinée, ça, c'est la force que C fait sur D. Voilà. Fait que vous voyez là, les 3 flèches que j'ai dessinées en bleu, ce sont les 3 vecteurs force qui sont appliqués sur la particule D et elles proviennent des 3 autres particules. Donc, la force totale subie par D, je reviens là-dessus en dessous, ça va être l'addition des 3 forces en bleu que je viens de vous dessiner. Donc, ça va être l'addition de A sur D, plus la force que B fait sur D, plus la force que C fait sur D. Tout ça vectoriellement. OK? Donc, il va falloir venir individuellement trouver c'est quoi ces 3 valeurs de force-là. Il faut les donner avec les vecteurs unitaires, donc en I et en J. On additionne tout ça, puis ça va nous donner la force résultante sur la particule D. Alors, allons-y. Un à la fois. Commençons par FAD. Donc là, je fais juste tout bêtement recopier l'équation qui est la loi de Coulomb. Donc, c'est K fois QA, QD, pardon, en valeur absolue, divisé par la distance entre A et D élevée au carré. OK? Donc, allons-y. Je vais laisser tomber la valeur absolue, puis je vais mettre les 2 valeurs de charge directement positives. Donc, K, c'est une constante, c'est 9 fois 10 à la 9. QA, on a dit c'était 3 microcoulombs. D, c'est 2 microcoulombs, divisé par la distance entre A et D. Bon, si on ne la connaît pas, on revient à notre dessin. Donc, la distance entre A et D, vous voyez là, je vais la dessiner, c'est cette distance-là ici, là. C'est une distance qui est verticale, qui sépare les deux. Vous voyez que c'est une distance de 3 mètres. Ici, ma distance, c'est 3 mètres élevé au carré. Voilà, je fais le calcul. Ça me donne une valeur, donc une norme de 0,006 Newton.
Mais attention, ça, c'est juste la norme. Vous voyez que pour faire mon addition, ça me prend le vecteur, parce qu'il y a une flèche au-dessus, là. OK? Donc, ce qui me reste à faire, c'est de revenir, encore une fois, à voir mon schéma. Regardez mon FAD, de la façon que je l'ai dessiné. Il pointe vers le bas. Il pointe vers les Y négatifs. Donc, les Y négatifs, ça veut dire que on est en J négatif. Donc, la force que A fait sur D vecteur, ça va être mon 0,006 en J négatif. N'oublie pas le négatif, c'est important. Bon, j'ai trouvé ma première force, FAD. Parfait. Je vais venir ici pour faire FBD. Même chose, je peux écrire ma loi de Coulomb, K, QB, QD, en valeur absolue, que je vais laisser tomber très vite. La distance, c'est la distance entre B et D, élevée au carré. Donc, allons-y. Constante de Coulomb, c'est 9 fois 10 à la 9. QB, c'est 1 microcoulomb. QD, en valeur absolue, c'est 2 microcoulomb. Divisé par la distance entre B et D. Donc, même chose, je vais revenir sur mon schéma. La distance entre B et D, c'est cette distance-là ici, là. Donc, vous voyez que c'est une distance qui est horizontale et qui correspond à 4 mètres ici. OK? Donc, distance entre B et D, 4 mètres. N'oubliez pas, on l'élève au carré. Donc, si on calcule ça, ça va donner 0,001125 newton. Mais encore une fois, moi, je veux le vecteur FBD. Donc là, je le réécris avec une flèche. Donc, ça vaut 0,001125. Dans quelle direction? Retournons voir si on ne s'en souvient pas. En bleu, vous voyez, ici, ça pointe vers la droite. Donc, ça pointe dans le même sens que l'axe X positif. Donc, ça pointe en I positif. Fait que, il y aurait un plus ici. Je ne mettrai pas le plus parce que quand on ne met pas de signe, c'est sous-entendu que c'est positif, là. Mais il faut bien entendu mettre le I vecteur. Ça, c'est important. Puis on termine avec l'unité. Voilà. Ça, c'est FBD. Il me reste le plus difficile des trois, FCD, qui est ici. Pourquoi je dis que c'est le plus difficile des trois? Eh bien, vous le voyez, cette force-là, elle est en diagonale. C'est une force qui a une composante à la fois en X et à la fois en Y. Donc, pour faire l'addition de FCD avec les deux autres, il va falloir décomposer FCD dans ses composantes en X et en Y. Et donc, c'est pas nécessairement que c'est plus compliqué. Ben oui, c'est un peu plus compliqué, mais c'est essentiellement de la révision de votre cours de mécanique. Vous avez vu en mécanique comment trouver une force, puis la décomposer en X et en Y. Donc, on va refaire la même chose. C'est juste que c'est un nouveau type de force. Ben, c'est une force électrique. Sinon, c'est la même chose. Surtout que ça va être plus long à faire que les deux premières, parce que les deux premières, on n'avait pas besoin de les décomposer. Alors, comme les deux autres, on va commencer par calculer le module de la force que C fait sur D. Donc, c'est K, QC, QD, on laissera tomber les valeurs absolues quand je mettrai les valeurs, fois divisé par la distance entre C et D élevée au carré. Bon, là, déjà, vous voyez ça, là, la distance entre C et D, on ne la connaît pas. Donc, on va commencer par aller la calculer. On peut aller le voir sur le schéma. On va le faire en vert, tiens. Donc, sur le schéma, la distance qui sépare la particule C de la particule D, c'est ce que je viens de dessiner en vert. Donc là, voyez-vous, c'est l'hypoténuse d'un triangle qui aurait une hauteur de 3 et une base de 4. OK, donc il s'agit de faire Pythagore. Mon triangle a une base de 4, une hauteur de 3, donc que vaut mon hypoténuse? Ben, on fait 4 au carré plus 3 au carré, racine carrée, ça va me donner ma réponse, c'est-à-dire 5 dans ce cas-ci. OK? Donc, je vais le faire au long quand même ici. Donc, c'est 4 à la 2, plus 3 à la 2, je prends la racine carrée, ça donne 5 mètres. Bon, parfait. Fait que je peux venir calculer mon FCD.
9 fois 10 à la 9 fois la charge de C qui vaut 5, valeur absolue, fois D qui vaut 2 microcoulombs, divisé par la distance que je viens de trouver qui est 5, élevé au carré. Donc ça me donne la valeur de 0,0036 newton. OK. Là, je répète, ça, c'est juste la norme. C'est la grandeur du vecteur FCD. Donc, il faut que je décompose. Pour le décomposer, on va venir faire un vecteur. Je vais le faire en bleu. Mon vecteur, il était comme ça. Hein, ça, c'est mon FCD qui vaut 0.0036. C'est la grandeur de mon vecteur. Mais on sait bien que, ça, je vais le faire en rouge. Ce vecteur-là, il a une composante en X horizontale, mais il a aussi une composante en Y verticale, comme ceci. La base de mon triangle, ça va être appelé FCD en X, puis la hauteur de mon triangle, ça va être FCD en Y. Donc, il faut que j'aille trouver ces deux composantes-là pour ensuite donner mon vecteur avec les I et les J. Mais il me reste quelque chose que je n'ai pas fait encore. Ça va me prendre mon angle θ à la base. Parce que si je veux décomposer mon vecteur de 0.0036, qui est mon hypoténuse, ben ça me prend l'angle à la base ici. Comment je fais pour trouver cet angle-là? Ben c'est qu'il faut réaliser que mon triangle rectangle que j'ai dessiné en vert ici, ben il a à sa base un angle θ qui, comme on peut le voir, va être le même que l'angle θ ici. Hein, parce que, vous voyez, ma distance en vert pointe exactement dans la même direction que mon vecteur FCD. Hein, mes deux angles θ que j'ai dessinés, celui-là et celui-là, ce sont deux angles tout à fait pareils. Fait que je vais utiliser mon triangle de distance que j'ai dessiné en vert pour trouver θ. Et ensuite, je pourrais utiliser ce θ-là pour aller décomposer mon vecteur de force. OK? Donc, où est-ce que je l'avais dessiné ici? Alors, tangente de θ, c'est égal au côté opposé sur adjacent. Donc ça va être vrai pour mon triangle avec les forces. Mais comme je viens de vous l'expliquer, c'est aussi vrai pour mon triangle des distances. Comme ça, là. Mon triangle des distances, on avait une hypoténuse de 5, on avait une base de 4, puis une hauteur de 3, là. C'est mon triangle vert que j'ai refait vite, là. Donc, le côté opposé à mon angle θ, ça va être ma distance, ma hauteur de mon triangle qui est 3, divisé par la base, ou le côté adjacent de mon triangle, qui est 4. Donc là, on fait tangente moins 1, ou si vous voulez, arc tangente de 3 quarts. On isole θ. Ça me donne un angle θ de 36,87 degrés. Très bien. J'ai cet angle-là. Donc là, maintenant ici, je peux venir calculer FCDX et FCD en Y. Tout simplement avec la trigonométrie, exactement comme on faisait en mécanique. C'est-à-dire que FCD en X, on va prendre l'hypoténuse, qui est 0.0036, et on va multiplier à ça cos de l'angle de 36,87. Pour FCDY, on va prendre l'hypoténuse, 0.0036, puis on va multiplier à ça sinus de 36,87. Faites la place. Vous l'avez vu, je pense que vous l'avez compris. Ça va me donner les composantes suivantes. En X, ça donne 0,00288. En Y, ça donne 0,002160. Et donc, finalement, je vais être prêt à écrire FCD vecteur. Vous voyez, là, j'ai mis une flèche. Donc, en X, ou autrement dit en Y, on a 0,00288. I. Remarquez que je me suis laissé un petit espace pour mettre un signe, si nécessaire. On va faire la même chose ensuite avec le Y. Le Y, c'est 0,00216. J.
Je me garde un petit espace pour le signe. Pour aller choisir les bons signes, on peut revenir au dessin. Vous voyez, en X, mon vecteur en X pointe vers la gauche. Vers la gauche, c'est à sens contraire de mon axe X, donc on va être en I négatif. FCDY pointe vers le haut. Vers le haut, c'est vers l'axe Y positif, donc nous serons positifs en J. Donc ça, je peux le mettre entre parenthèses, puis je termine avec l'unité Newton. Donc ça, c'est mon vecteur force que C fait sur D. Parfait. Maintenant, j'ai mes trois vecteurs force. Vous voyez, j'ai mon vecteur FAD ici. J'ai mon vecteur FBD ici. Et j'ai mon vecteur FCD ici. Donc finalement, je peux prendre ces trois vecteurs-là et les additionner avec cette ligne-là. Comme ça, je vais la continuer directement ici, en fait. Là. Donc là, j'additionne mes trois composantes en I et en J. Je vais les retranscrire rapidement. Donc, FAD, on avait trouvé moins 0,006 J. FBD, on avait trouvé 0,001125 I plus FCD. Là, FCD, bien, on vient juste de le trouver. Là. On avait trouvé moins 0,00288 I et 0,00216 J. Donc là, je vous rappelle que quand on fait l'addition vectorielle, il faut additionner les I et les I avec, ensemble, c'est-à-dire, puis ensuite, on fait les J avec les J. Donc, si je commence avec les I, il faut qu'on fasse 0,00125 I plus moins, donc ça va donner moins 0,00288 I. Donc, ces deux-là ensemble vont donner en I le résultat suivant, moins 0,00176 I. Puis ensuite, on fait la même chose en J. Donc là, en J, j'ai moins 0,006 J que je vais additionner ici à 0,0216 J. Donc en J, ça va donner le résultat de 0,00384 J. Donc ça, c'est ma réponse, c'est mon vecteur en X et en Y. Je termine avec l'unité Newton. Donc ça, c'est la réponse de mon exemple qui me donne la force résultante, ou si vous voulez, la force totale qui agit sur la particule D.